avec nous ce matin. On revisite les terrasses qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, mais on revisite aussi la culture avec l'école des dames et Raphaël Enthoven. Merci d'être avec nous. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour Raphaël, à tous. On est ravis de vous accueillir ce matin. L'école des dames, une parodie en 3 actes aux éditions de l'Observatoire. Oui, c'est une version contemporaine, c'est ça, revisitée, réadaptée de l'école des femmes. C'est ça, c'est une version réadaptée de l'école des femmes. Oui, on va en parler dans un instant, mais elle est actuelle quand même avec les mots de l'époque, c'est cru. On va vous citer. Je laisserai Cécile vous citer quelques passages assez cash. Et c'est peut-être aussi un miroir de la société, c'est ça, non? Avec c'est-à-dire une forme de revanche en fait des femmes qui prennent le pouvoir et puis de la vieillesse également, non? C'est le grand paradoxe de Molière. Dans l'école des femmes, Molière est à la fois misogyne et féministe. Il est le porte-parole du mari trompé, du mari cocu, de l'homme qui trouve que rien ne va, ma bonne dame. Et il est aussi celui qui met dans la bouche de jeunes femmes des paroles libératoires extraordinaires et dont il est extraordinaire de penser qu'elles ont été écrites au XVIIe. Donc moi c'est à ce double sillage que je rends hommage dans ma petite parodie, en mettant en scène des personnages qui ont le même âge, mais dont le rapport de force est évidemment inversé. Dans l'école des femmes, Arnolphe contrôle, gouverne, maîtrise Agnès tant qu'il peut, avant d'être débordé par l'amour. Et dans l'école des dames, c'est Jeanne évidemment qui a le tiers de l'âge de Colin, mais c'est elle qui... Elle tient la rampe quand même. C'est elle qui tient le chapeau, qui porte la culotte, dites-le comme vous voulez. Mais enfin c'est elle qui décide si vous voulez. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'il est quand même son geôlier et son impresario. Il essaye de l'annihiler, mais il a du mal. Il essaie de la garder sous sa coupe, c'est-à-dire que celui qui au départ voulait lui donner sa chance est celui qui soudain se désole qu'elle ait plus de succès que lui. C'est normal, c'est tellement humain ça. Non mais c'est à la lecture un peu de l'évolution de notre société que vous l'avez écrit. J'en sais rien. D'où est venue cette idée? L'idée m'est venue du fait que j'adore Molière, que j'adore cette pièce et que j'ai toujours aimé écrire en alexandrin. Et que ça m'a toujours amusé, je trouve cette contrainte merveilleuse. Et donc j'avais, j'ai honte de le dire, mais j'avais, vous savez, pendant les périodes de confinement, on le sait maintenant. Un peu plus de temps. Les écrivains sont chefs de gare, si vous voulez. La plupart du temps, ils ont l'impression d'être tombés du train et puis soudain, quand tout s'arrête, on devient chef de gare. Et donc j'ai passé quelques semaines tout à fait silencieuses à pouvoir faire ce travail et respecter la versification. Alors, à la virgule. Ce qui est incroyable, c'est que effectivement c'est un langage contemporain. Est-ce que ça peut réconcilier cette jeunesse qui ne lit plus, enfin qui ne lisait plus les grands auteurs et qui du coup, grâce à l'école des dames, pourrait se dire tiens, je vais quand même aller voir l'école des femmes. Ce serait une vertu collatérale du texte. Je serais enchanté que ce soit le cas. Ce qui est vrai, c'est que j'ai écrit ce texte avec le double outil des mots que nous employons tous les jours, vous, moi, les mots quotidiens, les mots de la vie. Pas tous, on les utilise pas tous les jours, rien à certains. Sodomie, cunilingus, tout ça, Patrick, ne me dites pas que vous ne dites pas ça tous les jours. Alors, le bout de ma tam-tam, Zizi, Zizi, mon Dieu, il a dit zizi, je l'ai fait rimer avec des chaussées. En revanche, pardon de vous le dire, vous le dites la bite en quarantaine quand même. Je dis ça, je dis rien. Pardon. Le texte exact est j'ai 65 ans et j'ai mauvaise haleine, j'ai les muscles tout mous, la bite en quarantaine, et j'incarne un vieillard qui, pour combler le temps, séquestre une gamine qui n'a pas 20 ans. C'est Colin qui s'aperçoit qu'il est dans le même rôle qu'Arnolphe. Alors que, c'est ça qui est intéressant, Colin, il décide de monter l'école des femmes pour garder Jeanne sous sa coupe et de lui filer le plus beau rôle. Seulement, elle accepte à condition de s'en partager la mise en scène. Et Colin, lui, est celui qui dit, pour jouer un rôle, il faut pas éprouver ce que le rôle éprouve. Il faut être à distance du personnage. Alors que Jeanne, elle est celle qui dit, mais non, pas du tout, si tu veux jouer un truc bien, tu dois le sentir. Et Colin, à ce moment-là, s'aperçoit qu'il est comme Arnolphe, en fait. Et ça le désespère parce que du coup, il trouve qu'il ressemble trop à son personnage. Mais est-ce qu'il pensait que, justement, en lui donnant le pied à l'étrier, elle allait s'envoler plus haut et bien plus haut que lui? Vous savez, les Pygmalions délivrent des injonctions contradictoires. Les gens qui veulent absolument vous former, veulent vous former à condition de vous statufier. Ils veulent que vous grandissiez à condition que vous restiez plus petit qu'eux. C'est le grand paradoxe, c'est la tragédie du Pygmalion. Les gens qui vous veulent... Mais c'est masculin ou c'est féminin ça? Ça, je sais pas. Alors là, il y a certainement des Pygmalionnes. Je ne voudrais pas genrer la tentation de créer de toute pièce quelqu'un tout en le privant in fine de sa liberté. Parce que ça, c'est tellement humain, on le trouve dans toutes les situations, surtout les situations pédagogiques d'ailleurs. Un prof est souvent tenté par le pygmalionisme avant de comprendre que le meilleur enseignement, c'est de laisser un élève s'emparer de ce qu'on lui apprend. Pourquoi 3 actes alors que l'original en fait 5? Parce que c'est le format des comédies.
C'est le format des comédies. L'original n'en fait pas 5, il me semble pas. Alors je ne sais pas, j'ai peut-être un peu. 4,5. 4,5, Oui. mon Dieu. Voilà. C'est le format. Non, dans mon esprit, c'est le format des comédies. Et puis surtout, la vraie raison, c'est que nous n'avons pas le droit, on n'a pas le droit quand on écrit des livres, d'emmerder un lecteur qui ne nous a rien fait. On doit enlever le gras. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit au temps mort. On a tous les droits quand on écrit et on peut tout dire. On a toutes les libertés, sauf celle d'être chiant. Alors, et donc il fallait chers être auteurs, voilà. chers auteurs, 124 pages maximum à partir d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Avec du miel, le miel de l'alexandrin. Ouais. C'est pour- Non, mais bien sûr, avec le désir, j'imagine que ce soit aussi sur scène, joué. Oui, je me le représentais en l'écrivant, c'est vrai. Je me le représentais en l'écrivant. J'ai patiemment conquis le droit de me dire que je pourrais peut-être en faire la mise en scène. J'en suis là pour l'instant. Moi, je valide. Merci, Cécile. Oui, non, parce que c'est très drôle, quoi. Il y a Très vraiment enlevé, c'est drôle. Mais il faut qu'on en rise et je pense donc je ris. On est obligé de se marrer. C'est pas possible de faire autrement. On doit tourner en dérision toute forme d'adversité maintenant. On sort de la discussion pour entrer dans la dérision. Surtout en cette période, c'est ça? Non, si pas on surtout vient un en cette petit peu, période, c'est tout le temps. tout de même, Raphaël Enthoven, cette période, est-ce que vous faites partie d'ailleurs de ceux qui disent que c'était mieux avant? Non, pas du tout. Je fais partie des gens qui s'étonnent qu'il y ait toujours eu des gens pour dire que c'était mieux avant. Ouais. Finkielkraut, je l'aime beaucoup, Alain, bien sûr, mais Alain Finkielkraut, avant d'être Alain Finkielkraut, est le nom donné au sentiment archi-séculaire, millénaire, que c'était mieux avant. Il y a toujours des gens pour dire que c'était mieux avant. Il y a toujours des gens pour dire que ce sera mieux après. C'est comme ça, c'est une tendance. Non, mais c'est il y a une des tentation. périodes. Non, mais il y a Non. des périodes. Il y a Vous pouvez pas pas de dire pendant la guerre, on disait forcément c'était mieux avant. Voilà, bien sûr. alors voilà, je vous dis, ok, la deuxième guerre mondiale est une charnière, si vous voulez, et encore, les gens se sont aimés de la même manière ensuite, et les tentations, les tendances, les passions humaines étaient les mêmes, les dosages et les équilibres étaient Oui, mais différents. alors comment vous expliquez les angoisses en fait aujourd'hui du moment partout qui se répandent, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais dans les quartiers? Alors... Mais le meilleur signe de cette angoisse, c'était le désir qu'on avait d'imaginer un monde d'après, quand on était en plein confinement. Alors que le monde d'après, on l'avait sous les yeux, hein. C'était le monde sans pollution, sans transport, etc. On l'avait sous les yeux, mais on continuait de l'imaginer. C'était une façon qu'on avait de ne pas être de plein pied dans le présent. Le monde d'après est le nom donné au désir que l'on a de penser que le lendemain chantera. C'était une version comme une autre de la chose. Maintenant que le monde d'après revient et qui ressemble à s'y méprendre au monde d'avant en un peu Vous moins croyez, content, oui. Quelle différence faites-vous entre la dernière fois que vous avez pris un café, une terrasse, je ne sais et pas, aujourd'hui, hormis le fait que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Il n'y a pas de différence, aucune différence. Il l'apprécie plus, je crois. Non, mais alors pour le café, mais Raphaël Enthoven, on entendait tout à l'heure ces commerçants qui disaient on a pris des habitudes, on consomme différemment, on regarde des séries par exemple, donc on va peut-être moins se déplacer, on ira peut-être moins au cinéma. Regardez, même la lecture, vous-même. Aujourd'hui, on a la tentation de l'écran avant la tentation du livre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un avant et un après Covid. Je dis juste que la tentation de l'écran, la tentation du télétravail, toutes ces choses-là étaient déjà présentes et ont été accrues, accélérées, exacerbées par la pandémie. Mais c'était des problématiques auxquelles nous étions déjà confrontés. L'intérêt de la pandémie, c'est de les avoir peut-être révélées, catalysées, tout simplement. Mais je ne vois pas de changement substantiel. Bien sûr, nos gestes, nos habitudes, la façon de s'embrasser, de se serrer la main, de se dire bonjour, etc. On n'ose pas, on ne se serre plus la main. Tout ça va être durablement altéré par cette période. Mais je ne crois pas substantiellement. Je ne crois pas qu'on ait changé de monde. Voilà. Eh bien, dans un instant, poursuit. la suite du Grand Matin Sud Radio vous appelle 0826 300 300. Vous voulez poser des questions à Raphaël Enthoven pour ce livre, je dirais cette pièce de théâtre bientôt, j'espère. En tout cas, l'école des dames parodie en 3 actes aux éditions de l'Observatoire. On revient dans un instant. C'est le Grand Matin Sud Radio. On est ravis de vous retrouver en direct des Deux Magots ce matin. Aldi, place au nouveau consommateur. Soit 3,48 € le litre, le prix tient compte de la promotion, offre valable jusqu'à épuisement des stocks, produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Disponibilité et informations sur aldi.fr. En direct des terrasses, le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Et nous sommes toujours en direct des Deux Magots en plein Paris où la terrasse se remplit minute après minute. Les clients se
les uns derrière les autres. La chose, j'ai respecté, Cécile. Oui, absolument. Et ce matin, nous sommes avec Raphaël Enthoven pour ce livre très drôle, enfin cette pièce même très drôle, L'école des dames, qui est une parodie de l'école des femmes, hein, bien sûr. Parodie en 3 actes aux éditions de l'Observatoire. On parle du féminisme, du désir, de la vieillesse. Il est avec nous ce matin, 0826 300 300, si vous voulez, bien sûr, lui poser des questions. Est-ce que finalement, cette pièce, on en parle, hein, c'est les sujets qui sont d'actu aujourd'hui. Est-ce qu'on a l'impression que tout le monde le dit, mais que finalement aujourd'hui la politique c'est une grande pièce de théâtre, parfois avec des bons et des mauvais acteurs? Mais bien sûr. Et comment ne pas avoir ce sentiment quand on observe que le paysage politique est mu par des passions identiques depuis toujours, ouais. Et des personnages récurrents. On avait le général Boulanger au 19e siècle, on a Mélenchon aujourd'hui, si vous voulez. Ça y est, Mélenchon. Raphaël Enthoven ne peut pas faire une interview sans prononcer le mot de Mélenchon. C'est parce que, je vais vous dire un truc, c'est une facilité, c'est pas une fascination, c'est juste que c'est tellement facile de l'attaquer. Donc je cède parfois à cette facilité. Mais par plaisir, vraiment, pourquoi exclusivement. C'est tellement simple, c'est tellement facile. Regardez par exemple, là, il ne se rend pas aux manifs de policiers en leur faisant le procès d'intention d'avoir un agenda sécuritaire. Mais il s'est rendu aux manifs d'islamistes sans leur faire le procès d'intention d'avoir un agenda islamiste. Alors qu'il y avait aussi des gens de bonne volonté là-bas, comme il y en a dans la manif de policiers. Les arguments de Mélenchon sont tous réversibles. Les discours qu'il tient sont tous... Et il est constamment opposable à lui-même. Donc évidemment, quand vous regardez l'actu... Il ne veut pas d'une société sécuritaire. Il a l'impression veut d'une société sécuritaire. Ouais, c'est peut-être pas si évident que ça. Bon, quand on regarde les différentes opinions, on a envie d'un rétablissement d'une certaine sécurité. Donc il y a un discours sécuritaire derrière. Il y a une différence entre un discours sécuritaire et le rétablissement de la sécurité. Le rétablissement de la sécurité est une condition de la liberté. Le discours sécuritaire est un discours qui brade la liberté au profit de la sécurité. Ce sont des discours qui n'ont rien à voir. C'est la différence entre l'extrême droite et la République, tout simplement, pardon de le dire comme ça. Et en la circonstance, la présence d'élus de tous les bords à cette manifestation était le signe que on ne tient pas la police pour le bras armé d'une inégalité institutionnelle. Sauf chez les insoumis, qui se donnent toujours des raisons nobles à des motifs misérables. La vérité, c'est qu'ils n'ont pas envie de se faire huer par des flics. Seulement, ils se donnent des motifs nobles, comme toujours. Et ils n'arrêtent pas de défendre des policiers tout en disant qu'ils ne défileront pas avec eux. Moi, je suis fasciné par cette modalité de la langue de bois. C'est parce que c'est une modalité vindicative de la langue de bois. En quelque sorte, avec cette attitude. C'est une langue d'ébène, mais c'est une langue d'ébène vindicative. Et c'est ça qui est fort. Ce sont des gens qui vous esquivent en vous agressant. J'aime beaucoup les insoumis. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, la manifestation pro-palestinienne, elle était partisane pour vous ? C'est tout à fait différent, ce sont des sujets tout à fait différents. Oui, c'est un sujet différent, mais ça n'a rien à voir. Partisane, quand les gens défilent en faveur d'une cause, j'espère bien qu'ils sont partisans. Le problème que posait cette manifestation, c'était le risque de trouble à l'ordre public, c'est-à-dire tout simplement d'injures antisémites, de gestes répréhensibles. D'ailleurs, c'est une manifestation, ce sont des rassemblements qui n'ont pas été interdits partout. Le critère d'interdiction était celui du trouble à l'ordre public. Je ne vois rien d'autoritaire ou de liberticide dans le fait de suspendre une manifestation au respect de ce qui convient à l'ordre public. Je ne vois pas de problème là-dedans. Ouais. Certains ont trouvé dommage, par exemple, que ce rassemblement, ou en tout cas cette émulation pour soutenir les Ouïghours, par exemple, n'ait pas vraiment eu lieu. C'est-à-dire que c'est tout le grand paradoxe de cette affaire. Si vous êtes musulman, rohingya, ouïghour, afghan ou syrien, en gros, on vous laissera crever, à part quelques allumés qui continuent de croire au genre humain et à l'universel humain, on vous laissera mourir. Si vous êtes palestinien, en revanche, alors là, effectivement, il y aura vaste et grande mobilisation. Ce qui peut se comprendre au vu de ce qui se passe quand même actuellement au Proche-Orient. Je ne dis pas quelles que soient les responsabilités des uns et des autres. Je ne dis pas que les enfants tombent sous les balles, Patrick, je ne dis pas qu'il ne se passe rien. Je dis qu'en cette affaire, chacun doit vivre sa position comme intranquille. C'est-à-dire que des bombardements qui tuent des enfants doivent provoquer chez ceux qui les font quels que soient les motifs, quelles que soient les circonstances, ne peuvent pas se vivre tranquillement, ni comme une solution. De l'autre côté, mettre des enfants pas loin comme des boucliers humains doit être aussi l'occasion d'une crise de conscience. Je ne comprends pas que chaque camp ne fasse pas la pédagogie de ses ouailles en défendant la chaîne d'arguments du camp d'en face. Des vérités antagonistes sont des vérités complémentaires. Ils ne pourraient pas mobiliser leur camp. Si un représentant est le pédagogue de ses ouailles. Quand vous représentez un camp, vous avez le devoir de vous faire aussi l'interprète et l'avocat
des gens qui ne pensent pas comme vous. Sinon, vous n'êtes pas sérieux. Et mon problème dans cette histoire, c'est que les positions se confortent dans leur radicalité au lieu de se vivre comme ce qu'elles devraient être, c'est-à-dire des positions intranquilles, des solutions partielles et des solutions insatisfaisantes. Il n'y a pas de solution si l'on considère que les antagonismes ne sont pas d'une manière ou d'une autre complémentaires. Ouais. Et ça, on ne peut pas y parvenir tant que chacun est là à lever le point qui Dans le monde convient. d'après, c'est toujours la bataille des territoires, finalement, qui est là, Raphaël. Avec un monde fragile et puis l'humain qui est souvent pris d'accès de haine. Oh, c'est plus simple, je crois, que ça. C'est que dans le monde d'après comme dans le monde d'avant, les gens adorent s'opposer les uns aux autres. Ils ont l'impression d'être identifiés à eux-mêmes et d'exister par l'opposition. Or, l'opposition est stérile. Ce qui est intéressant et pacifiant entre les gens, c'est pas le fait de ne pas s'engueuler. On n'est pas en paix dans un monde où on n'a pas le droit de s'engueuler. Ça, c'est la dictature. Non, ce qui est pacifiant, c'est la possibilité de s'engueuler en discutant. Et ça, c'est la contradiction. Faire la paix, travailler à la paix et à la liberté collective, me semble-t-il, ou au bien public, c'est quand on est prof, essayer dans la mesure du possible de transformer l'opposition, le désir de s'opposer, en contradiction, de faire comprendre qu'un antagonisme est d'abord aussi une complémentarité. Ce qui ne veut pas dire qu'on met toutes les opinions sur le même plan. Ça veut juste dire qu'on a décidé, en étant rationnel et raisonnable, de mettre les pieds dans le plat. Oui. C'est comme ça qu'on fait la paix. Alors, vous allez mettre les pieds dans le plat en dirigeant un magazine, c'est ça peut-être d'actualité dans les mois qui viennent? Écoutez, peut-être. Alors, si le magazine, si le magazine existe, je peux pas vous en dire trop parce que ce serait indélicat. Non mais c'est un magazine d'engagement, écoutez, on a en tête de concevoir quelque chose qui trouve un écho et qui soit lu avec plaisir par des gens qui détestent les extrêmes, qui veulent être mesurés sans être mous. Ça va être tiède, non? Bah non, justement pas. C'est ça l'idée. C'est toute la différence, vous savez, entre un chocolat chaud et un fondant au chocolat avec une boule vanille. Le chocolat chaud, il est tiède. Il est d'une certaine manière métissé. Ouais. Le fondant avec une boule vanille, il est créolisé, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'a supprimé aucune des saveurs. Eh bien, c'est plutôt le mode fondant vanille qu'on travaille. C'est-à-dire que, oui, l'idée, c'est quand même de, comment dire, un propos mesuré n'a pas forcément besoin d'un entourage ou d'un lexique qui soit lui mesuré. Voilà. Donc. Raphaël Enthoven, vous êtes agrégé de philosophie. Pourquoi n'avoir jamais voulu enseigner? Mais madame, j'ai enseigné pendant 10 ans. Ah pardon. Mais oui, je vous en prie. D'abord parce que. Ou en tout cas, pour continuer à enseigner. Alors je vais vous dire d'abord parce que quand vous passez la grecque, vous devez valider votre diplôme, sinon vous êtes littéralement désagrégé. Donc vous devez 3 années d'enseignement. J'ai enseigné pendant 3 ans. J'ai validé mon diplôme. Ensuite, je me suis lancé dans d'autres expériences pédagogiques. J'ai jamais quitté le terrain de l'enseignement. J'ai monté avec Michel Onfray l'Université populaire il y a 20 ans de ça, autre temps, autre mœurs, et puis après dans des grandes écoles, et puis dans des classes qui étaient en amont de la terminale. C'est peut-être la chose qui m'a intéressé le plus. Donc je n'ai jamais cessé d'enseigner. Je ne crois pas que l'enseignement se réduise à ce qu'on peut proposer aujourd'hui à l'université, et il me semble qu'on peut au contraire enseigner à grande échelle sur des estrades plus vastes, plus larges, sans sacrifier la rigueur ou le contenu. Oui, Raphaël Enthoven, dernière question, puisque vous avez évoqué Michel Onfray, on va le recevoir dans quelques jours. S'il y a un message à lui faire passer, est-ce que vous pourriez écrire avec lui en fait? Non, j'ai aucun message à faire passer à Michel Onfray. On se connaît depuis trop longtemps. Il n'y a pas de prêt. Non, mais parce que lui, il est dans de l'engagement, bien sûr. Aussi, oui, il est dans de l'engagement. À l'époque, quand on était potes, c'était pas tout à fait le même, mais enfin c'est pourquoi pas. C'est-à-dire, c'est quoi son engagement pour vous aujourd'hui? Non, à l'époque, Michel était très, très à gauche. Il n'était que gauche. Il disait je suis 100% à gauche. Il situait le bien à gauche. Et il avait cette particularité très importante. C'était un Nietzschéen manichéen. Pardon de faire le malin, mais très rapidement, quand on est Nietzschéen, quand on est un élève de Nietzsche, quand on lit Nietzsche, on peut être de gauche, on peut être de droite. Michel avait conçu un nietzschéisme de gauche, mais il y avait d'excellents Nietzschéens de droite. Mais ce qu'on peut pas être, c'est manichéen. Ça, c'est pas possible. Et Onfray, à l'époque, disait, moi je suis Nietzschéen et je crois au bien et au mal. Et cette contradiction-là, pardon de faire le cuistre, mais c'est très important en fait, cette contradiction-là m'a toujours semblé une énigme, et d'une certaine manière une énigme féconde. Bah écoutez, on lui posera la question la semaine prochaine. Il sera notre... on verra. Merci en tout cas Raphaël Enthoven d'être passé au De Mago. L'école des dames, c'est très drôle, tous les deux, en tout cas Cécile et moi, on a beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Un plaisir. Sur l'Observatoire. En le lisant. Allez, lisez-le, achetez-le et passez-le à vous. Ça prouve que le plaisir d'écrire quelque chose est contagieux. Voilà, c'est ça. Merci aux De Mago qui nous ont accueillis ici.
ici depuis ce matin, donc 6h30. Et beaucoup de succès aux commerçants aujourd'hui, voilà, aux bars, aux restaurants. Vous souhaite beaucoup de succès, le retour des clients. Et clients, allez-y, allez prendre un petit café, allez faire remarcher l'économie. Un grand merci aussi à toutes les équipes